Eh bien, bienvenue pour cette table ronde sur le style alpin en architecture. On sait que l'architecture en montagne est l'invention permanente d'un paysage qui est sans cesse remodelé sous les feux conjugués du désir et de la nécessité, alliant l'utilitarisme inscrit dans l'histoire des gens du pays au futile agrément d'une élite rationnelle et indifférente aux évolutions d'un territoire qui n'est pas le sien. Le style alpin en architecture, c'est l'expression d'une vision du monde esthétique et fonctionnelle, respectueuse de l'environnement et soucieuse de transmettre les savoir-faire, ce qui n'empêche pas de belles imprudences qui poussent ici et là à modifier le paysage, le faisant passer d'un siècle à l'autre en espérant préserver l'avenir. Pour parler de l'architecture en montagne au plateau d'Assy, il était évident qu'on ne pouvait pas faire l'impasse à la fois sur l'architecture sénatoriale et sur ce joyau de l'architecture moderne qu'est l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, qui est due à l'architecte haut-savoyard Maurice Novarina. Et pour cela dit, ces constructions modernes ne doivent pas faire oublier ce qu'a été l'architecture vernaculaire et ce que seront demain les prochains développements de cet art subtil qu'est l'architecture. Alors nous avons invité ce matin donc Anne Taubé, qui est historienne de l'art, qui a été adjointe au patrimoine de la ville de Passy et dont le sujet d'étude principal est l'architecture sénatoriale. Et puis nous avons la grande joie d'accueillir Valère Novarina, qui est le fils de Maurice Novarina, donc l'architecte de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce. Valère Novarina est un homme de lettres, il est auteur dramatique, et il est poète. Il a été lauréat l'année dernière du Grand Prix Paul Morand de l'Académie française. Et il nous parlera donc de ses parents et du rapport qu'il a pu avoir avec son père. En tout cas, c'est un écrivain subtil et tout à fait remarquable. Nous avons Dominique Amouroux, qui est historien et architecte, et qui a écrit un certain nombre de monographies, notamment une monographie portant sur Jean-Louis Chenéac, parue aux éditions du CAUE. Et bien sûr, Patrick Olivier Elliott, qui est un historien et dessinateur, et qui a publié il y a quelques années le patrimoine des vallées du Mont-Blanc, carnet d'un voyageur attentif, et cette année il publie aux éditions La Fontaine de Siloé Aix-les-Bains et le lac du Bourget, selon le même principe, c'est-à-dire qu'il reprend un certain nombre de lieux avec les habitations qui les occupent, et il dresse des dessins, il fait des dessins à la plume, et il explique l'histoire de ces habitations. Donc, je vais tout de suite lui donner la parole parce qu'on va remonter dans le temps. Et je pense que c'est important, quand on est un voyageur attentif, de comprendre ce qu'a été le passé d'un territoire pour justement essayer de comprendre comment les gens y vivaient pour vivre en symbiose avec la montagne. Alors, l'architecture de montagne, c'est quelque chose de foisonnant. Caroline, tu pourrais passer de l'autre côté. Je vais vous faire passer une planche avec des dessins, comme ça vous verrez, ça illustrera mieux comment on va là. Je recense, moi, 11 types d'architecture, plus ou moins vernaculaire. Il y a les maisons paysannes, ça c'est ce qu'il y a de plus traditionnel, qui a peu bougé, pour autant qu'on le sache, à voir les gravures anciennes, et qui se continue encore un peu de nos jours. Il y a ensuite quelque chose qui est moins connu dans la région, c'est tout ce qui est maison forte et château fort. Par exemple, rien que dans notre vallée ici, j'en dénombre 51, depuis la maison forte presque résidentielle jusqu'à ce qui était la forteresse de Charros. Il y a les églises médiévales, alors il y en a en montagne, il y en a beaucoup. Ici, il y en a peu parce qu'elles ont été modifiées ensuite par la suite, c'est-à-dire la contre-réforme et tout l'art des églises baroques. Il y a les églises contemporaines, donc ça, c'est notre ami Novarina qui va en parler, parce que son père a quand même beaucoup produit dans la région. Ensuite, en évoluant, on arrive dans un style d'habitation différent, c'est ce qui relève de l'art nouveau et d'éclectique. Ce sont toutes les maisons folles qu'on voit à Chamonix, à Saint-Gervais, etc., et puis qui est suivi par le style aussi de ces petits hôtels familiaux qui sont dans le même esprit, et surtout ensuite des grands palaces, comme il y a à Chamonix, Saint-Gervais ou Aix-les-Bains, Combloux. Il y a l'architecture médicale, ça c'est Madame Taubé qui va en parler.
Et puis, la dernière époque de l'architecture, enfin, en tout cas, à mes yeux, les dernières époques, c'est la belle architecture, c'est l'art déco, avec de nouveau des villas folles et des palaces, beaucoup, en particulier à Chamonix. Et puis, quelque chose de très particulier, c'est l'influence de Lemestre sur les chalets, ce qu'il a appelé les chalets skieurs, et qui a été une création de quelque chose de tout à fait particulier. Donc, vous voyez, il y a tout un tas, on ne peut pas dire l'architecture au singulier, il y a les architectures dans la montagne. En tout cas, le regard de Patrick Olivier Elliott s'élève vraiment au-dessus de tous ces chalets pour témoigner des vies accomplies par toutes ces personnes, hein, de toutes ces vies accomplies dans l'effort et la ferveur. Et ces architectes ou ces artisans du temps passé avaient vraiment le sens de l'effort, et c'est ce que vous mettez en valeur dans vos ouvrages. Oui, absolument, l'effort et de la créativité, puisque il y a énormément, tout en étant dans quelque chose d'assez homogène, mais énormément de différences d'interprétation dans ce qui est l'habitation traditionnelle, et puis ensuite dans tout ce qui va se développer pour la deuxième vague d'arrivants, c'est-à-dire les touristes et les résidents à partir du 19e siècle. Et avec un besoin d'adaptation, puisque les gens arrivent, en tout cas ceux qui viennent de loin arrivent avec leurs idées, ils ne se rendent pas toujours compte de ce qu'est la montagne. Une volonté d'adaptation, mais aussi une obligation de transmettre les savoir-faire pour passer d'un siècle à l'autre, parce que c'était à cette époque une architecture utile. Absolument. C'était au départ, en particulier dans tout ce qui est vernaculaire, tout ce qui est paysan, c'est une architecture utile. Hein. Ce sont ces chalets très, très denses dans lesquels il y a à la fois la famille et puis les animaux pratiquement à côté. On vit au rez-de-chaussée, à l'étage, qui en général, le chalet est construit dans la pente. À l'étage, on rentre par derrière et on fait rentrer les récoltes. Et avec ça, il faut tenir pendant l'hiver, pratiquement sans sortir. Donc il y a aussi, pour la partie paysanne, quelque chose de très très particulier qu'on ne rencontre que dans nos montagnes et qui n'existe pas ailleurs. Alors l'architecture utile, ça a été aussi l'architecture sanatoriale, parce qu'il a fallu au début du siècle faire face à ce fléau sanitaire qui était la tuberculose. Alors moi, je ne vais pas parler de virus, mais de bacilles. Puisque la tuberculose pulmonaire tue 100 000 personnes par an à la fin du 19e. Les microclimats montagnards sont connus déjà depuis l'Antiquité. Hein. On va à la montagne, on va prendre l'air de la montagne. Sur le plan du plateau d'Assy, sur le plan des traitements, on a la cure hygiéno-diététique, ça on s'occupe de l'ensemble du corps. Et puis il y a la chirurgie et les antibiotiques. La période du plateau d'Assy, c'est la chirurgie et les antibiotiques, mais on fait encore la cure. Alors l'architecture sanatoriale, elle va passer de Pracoutan avec les chalets, le projet des chalets, jusqu'à Martel de Janville pour un édifice compact. Il y a une quantité, il y a 22 sanatoriums, hein, c'est pas 3 sanatoriums, c'est 22 sanatoriums et maisons de cure qu'on va fermer à partir du moment où je ne sais plus comment dire, oui, les nouveaux territoires de santé vont descendre sur Salins, sur Cluses, sur Annecy, et Saint-Selmoz est le dernier donc à disparaître. Alors, les sanatoriums ont été diffusés dans toute la presse internationale de l'époque. Donc, c'est une architecture qui est extrêmement connue. C'est du béton armé à partir du moment après Pracoutan. Je vais vous montrer avec des images ce qu'on a sur le plan Pracoutan, le premier. Pracoutan qui, au départ, se situe avec des chalets et puis un grand bâtiment qui... les chalets ne vont pas être effectifs parce que c'était l'image de Saranac Lake aux États-Unis, mais ça ne fonctionne pas ici à 1200 mètres d'altitude. Et les bâtiments vont être prolongés par le même et Abraham. C'est la VSHA, je suis obligée de dire quand même les propriétaires, les architectes. La suivante, je vais laisser Delphine vous montrer. Oui. Est-ce qu'on peut monter le micro ?
Voilà, ça va? Ok. Voilà, donc Delphine est passée avec ces images. Après Prakoutan, on aura le Roc des Fils, dont vous connaissez la fin tragique, hein. Guébriant, qui appartient aujourd'hui au département du Val-de-Marne, et puis Martel de Janville, qui est inscrit au titre des monuments historiques. Sur le plan d'autres propriétaires, le docteur Tobé en particulier, on a Saint-Selmoz, le Mont Blanc et la clinique d'Assy. Le Mont Blanc est né sous l'égide de l'association climatérique de Passy. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Mont Blanc et la clinique d'Assy sont ce qu'on appelle du néo-régionalisme. C'est des bâtiments uniques, comme un hôpital, avec chambre, cure, restaurant pour les malades, espaces médicaux, mais qui gardent encore la notion de local, avec des parpaings, des pierres, du bois et puis des toits à pans complexes. Le premier établissement en béton armé, c'est Saint-Selmoz. C'était le plus grand centre sur le plan de la chirurgie. Alors, je vais laisser Delphine faire son petit tour comme elle veut. Il y a des images, hein, elle y passera, vous reconnaîtrez facilement ce qui s'est passé. Le problème des sanatoriums, c'est qu'il compte 550 à 200 lits, 250 pour le Mont Blanc. Donc, c'est énorme, on n'est plus dans le chalet avec 6 vaches. Hein. Donc, il va falloir construire sur des éboulis calcaires, avec des semelles de béton armé, avec des poteaux profondément enterrés. Et tout cela va prendre dans l'architecture, être l'architecture moderne en montagne. Voilà, que puis-je dire d'autre, Michel? Non, c'est un panorama vraiment très, très complet hein, de ce plateau d'Assy. Et nous nous trouvons là sur l'esplanade du Fontenay, dans l'un des éléments des villages sanatoria de haute altitude qui ont été bâtis donc, à partir de 1923 sur le plateau d'Assy, pour que les personnes qui étaient défavorisées et qui étaient atteintes de la tuberculose puissent recomposer une vie sociale dans les établissements. Et donc, c'était vraiment un lieu de soins, mais c'était aussi un lieu de vie. Et beaucoup de familles ont été marquées et beaucoup de familles se sont créées sur le plateau parce qu'il y avait une communauté de vie et les gens regardaient tous dans la même direction. Alors j'ajouterais que la société était très partagée à l'époque. Effectivement, il y avait cette partie de classe moyenne peu aisée, c'est comme ça, hein. C'est pas une invention de Anne Tobé. Et puis, pour les malades aisés, on avait pensé autre chose. C'est le docteur Bruno, l'américain de la mission Rockefeller, qui avait envisagé à pleine joue un sanatorium en béton armé, mais qui n'a pas pu grandir. Il a eu un étage, hein, et il n'a pas pu grandir à cause de la crise de 29. Ce qui frappe dans les établissements du plateau, qui datent donc, je le disais, des années 30, c'est à la fois leur modernité et leur fonctionnalité. Je veux dire, ils sont encore aujourd'hui tout à fait fonctionnels. Et c'était tout à fait remarquable que les architectes, Abraham le même, puissent avoir eu ces intuitions géniales de pouvoir faire ces constructions extrêmement solides qui pouvaient aussi permettre à des personnes défavorisées qui vivaient dans des conditions d'hygiène qui n'étaient pas forcément toujours très bonnes, de trouver ici, dans ce lieu isolé, hein, vous en êtes le témoin, et qui pouvaient trouver dans ce lieu isolé des conditions de vie et des conditions d'hygiène qui étaient sans commune mesure avec ce qui était la norme dans la vie de cette époque. Mais je disais que une vie sociale s'était recomposée autour des établissements et donc autour des personnes malades. Et justement, pour apporter du respect et de l'intérêt à toutes ces personnes malades, il a été construit une église au centre du village. Et cette église, elle a été conçue par Maurice Novarina, qui a été l'un des grands architectes de son temps et qui a associé son nom à la fois
à la Haute-Savoie, mais aussi à la Normandie, puisqu'il a été l'un des architectes de la reconstruction après la guerre en Normandie, et notamment dans le département de l'Eure. Donc nous avons vraiment le bonheur de rencontrer aujourd'hui Valère Novarina, qui est le fils de Maurice Novarina. Et je voudrais lui poser la question, comment a-t-il perçu à la fois l'œuvre de son père et comment cette église Notre-Dame de Toute-Grâce a-t-elle été fondatrice à la fois d'une œuvre, mais aussi peut-être est-ce que cette œuvre-là a accaparé finalement l'ensemble de la vie de l'artiste? Oui, alors, je ne sais pas si c'est la dernière fois que je suis venu ici ou si c'est avant. Oui, pardon, voilà, c'est comme ça va? D'accord. Quelqu'un est venu près de moi et m'a rapporté une conversation, plutôt un échange de répliques entre Fernand Léger et mon père, devant quelqu'un qui était à côté, qui a entendu ce qu'il disait. Alors, ils étaient face à la mosaïque, face à la façade de l'église, et Léger dit « il y a quelque chose ». Et mon père lui répond « et dedans, il y a quelqu'un ». Alors ça, voilà, ça résume aussi tout mon père qui était un homme extrêmement pieux. Enfin, j'ai rencontré il y a quelque temps Clément Rosset, le philosophe Clément Rosset. Je lui ai dit, les Novarina sont chrétiens depuis le IVe siècle. Et il a aussitôt éclaté de rire parce qu'il m'imaginait en toge. Donc, et mon père, la dernière fois où je l'ai vu ici, parlait beaucoup justement des artisans. Il savait le nom des charpentiers, des menuisiers, etc. Et du travail bien fait de l'artisan, c'était très, très important pour lui. Et puis, dans le fond, l'intérieur, l'église comme lieu où prier. Je pense qu'il y a comme ça l'aspect extérieur, c'est une chose, et ensuite on entre dedans et on est seul, soit seul tout seul, soit seul avec quelqu'un. Ah, pardon, oui. Donc l'importance de l'intérieur des églises qui doit inciter à la prière. Ce qui est difficile aujourd'hui puisque la plupart des églises malheureusement sont sonorisées, c'est-à-dire vous allez de bonne heure le matin ou tard le soir dans une église ou une chapelle en Bretagne, il y a une musique d'orgue qui est là, etc. Donc c'est très important qu'il y ait aussi des lieux de silence. Mon père était donc très pieux, etc. Et cependant, pour se souvenir de ce qu'était cette époque, dans la famille de mon père, il n'y avait aucune Bible à la maison. Ce n'était pas permis d'avoir la Bible chez soi et pas conseillé de la lire. La Bible devait vous revenir par la liturgie et par le discours du prêtre. Tandis que dans la famille de ma mère, qui était protestant, il y avait 18 Bibles dans les différents lieux, etc. Bon, mon père parlait, c'est des petites choses comme ça, parce qu'il faut dire aussi que j'ai un frère qui est architecte, qui serait plus habile que moi aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Et moi, dans le fond, j'ai pris la décision très tôt de ne pas faire le métier de mon père. C'était, voilà, sans distinguer. Du coup, j'ai fait un peu le métier de ma mère. Voilà. Donc, les artisans, et puis l'importance, il nous parlait beaucoup des chalets dans la vallée d'Abondance. La vallée d'Abondance avec les chalets qui étaient faits au bâton. On commandait un chalet de 18 bâtons, de 6 bâtons, de 7 bâtons et demi, etc. Il y avait une histoire de modules d'alphabet comme ça de l'espace. Et il parlait aussi d'une façon qui revenait souvent beaucoup de la situation. Voilà, la situation, le lieu, sentir le lieu, sentir les forces du lieu. Et dans le fond, c'est un peu ce qui se passe aussi dans le travail de mise en scène où il s'agit d'appréhender toutes les forces de l'espace qui sont dans l'espace déjà là et qui changent à un pas près. Enfin, voilà. Une sensation interne du drame de l'espace. Voilà, c'est une œuvre magnifique que cette église Notre-Dame de Toute-Grâce, avec une acoustique qui est formidable. Et pendant les étés culturels au pays du Mont-Blanc, il y a tous les mois de juillet, tous les mois d'août, des concerts qui sont donnés très régulièrement par un quatuor formidable de jeunes musiciennes et musiciens qui font pratiquement tous les jours des concerts solidaires dans cette église,
à l'intention des personnes défavorisées, à l'intention des malades, de façon à perpétuer cette culture de solidarité du plateau d'Assy. Oui, ça me fait penser aux églises et aux chapelles byzantines dont l'architecture est conçue pour la voix, pour que la liturgie résonne dans ce lieu, cette importance extraordinaire de la musique. C'est le concept des musicales d'Assy, donc ce festival qui a lieu tous les étés, ici même, dans cette église Notre-Dame de Toute-Grâce. Et ce que nous avait dit votre père quand il était venu ici même, au Salon du Livre, il y a très longtemps, c'est qu'il s'était attaché aussi à la fois à comprendre les artisans de la vallée et aussi à respecter le travail d'artistes qui n'étaient pas très connus à l'époque, comme par exemple Constant de Maison, qui a fait le chemin de croix et qui était un sculpteur qu'il avait découvert au cours de ses promenades dans le département. Il y a une petite chose justement que j'ai appris sur le tard, c'est que avant Fernand Léger, il y avait un autre projet, un projet d'un peintre qui s'appelait Zalman. Je ne sais pas si vous avez des documents là-dessus. Zalman devait faire une mosaïque d'entrée, et il se trouve que Zalman était le père de mon éditeur, Paul Tsafkowski Laurent. On a souvent parlé de Zalman ensemble, et d'après, j'ai questionné mon père, il m'a dit Zalman est mort, il y avait des plans, etc., mais il y a eu des conflits pour essayer de réaliser ce qu'il a fait, et finalement, c'est Fernand Léger qui l'a emporté. Est-ce qu'il y a encore des images de ce qu'avait prévu Zalman? Oui, j'ai. Ah, très bien. Par contre, c'est délicat, effectivement, parce que on a De Vémy sur le plateau d'Assy, on a Couturier qui est parti aux États-Unis en exil, et on a Novarina qui est nommé lieutenant. Je ne sais pas où il était au niveau de la guerre. Au moment à Lyon. Lyon, d'accord. Donc en fait, Zalman, il est contacté, il est malade à Saint-Selmoz, il va mourir, et il est contacté par Novarina, effectivement. Mais pendant ce temps, c'est Léger qui est contacté par Couturier. Voilà, donc voilà, en fait, je profite du fait d'avoir le micro pour dire que l'architecture de Maurice Novarina est absolument superbe parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a la pierre, le bois et puis surtout d'excellents artistes et artisans qui vont travailler avec lui. Il a quand même fait l'église Notre-Dame-des-Alpes auparavant, qui est une église qui permet de comprendre celle du plateau d'Assy. Par contre, sur le plan au Fayet, on a les artistes catholiques. Hein. On a une certaine période du renouveau de l'art sacré, c'est les artistes catholiques. Il est même marqué Rouault, et Rouault est barré. Et Rouault est le premier qui va travailler au plateau d'Assy. Donc Novarina a dû souffrir quand même de cet état de fait parce que Couturier et De Vémy vont lui imposer oui, toute la clique des artistes modernes. Je pense que c'était des peintres catholiques du groupe Saint-Luc. Il y avait à Genève, dans le canton de Genève, le groupe Saint-Luc, où il y avait Beretta, Saint-Gria, Alexandre, ouais, etc. Ouais. Et donc il a beaucoup travaillé avec eux, et je pense qu'il les a connus par Constant Rémillet, ouais, qui est le cousin germain de mon père. Je me posais la question par rapport à votre maman. Voilà. Donc c'est chez Constant Rémillet qu'il a dû rencontrer Charles-Albert Saint-Gria, Alexandre Saint-Gria. Voilà, c'est magnifique. Hein. Et pendant très longtemps, il a travaillé avec les Suisses. Puis après, tout d'un coup, ça s'est élargi, allégé tout ça, mais aussi Hubac, Mancier, Audincourt, etc. Et la présence des artistes, des peintres dans la vie de mon père est très, très importante. Il y en avait presque tout le temps à table avec nous. Alors moi, je suis contente qu'on parle de l'architecture, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler des œuvres, mais pas de l'architecture. Et elle est magnifique, et je pense que les œuvres ne tiendraient pas s'il n'y avait pas l'architecture de Novarina. Alors, hier, c'est un peu en annexe à notre conversation, mon frère m'a téléphoné. On a parlé de l'église d'Assy, et il m'a dit, ce qui est curieux, c'est que les piliers, les piles, les colonnes ne servent à rien. Elles sont disproportionnées, elles ne sont pas utiles à cet endroit-là. Alors, Patrice avait posé la question à mon père. Mon père a dit, si, en cas de neige, mais je pense que les pilastres signifient ou font allusion à la neige, mais ils n'ont pas de fonction. Alors, en réfléchissant un petit peu, j'ai pensé à d'une part
que ces piliers viennent aussi, dans le fond, comment dire, empêcher qu'on voit vraiment entièrement et d'un seul coup le travail de Léger. Ça vient un peu compliquer la perception des choses, et il y a une sorte de, pas de lutte entre les deux, mais parce que ce que peint Léger, c'est presque j'allais dire de la propagande, enfin, c'est-à-dire ce sont des proclamations de la Vierge, et des impératifs. Il y a quelque chose de très conquérant, c'est un christianisme très conquérant, et tout d'un coup, les colonnes qui viennent dedans, masquées un peu, viennent apporter un peu de négativité, un peu de doute, un peu de distance, et il y a une sorte de dynamique, enfin il me semble que je ne l'ai pas encore revu, je sais pas, dynamique entre Fernand Léger et les grosses colonnes dedans, qui révèlent quelque chose de fondamental dans le christianisme, à savoir que c'est une religion paradoxale. On attend un roi, on attend un prophète, on attend un empereur, on attend un gagnant, et arrive un flagellé, un va-nu-pied, etc. Le renversement est essentiel dans la foi chrétienne, me semble-t-il, et qui a très bien exprimé ça de quelques mots, c'est le Bonhoeffer, qui est un pasteur luthérien ou calviniste, je ne sais plus, qui est mort en déportation dans les camps hitlériens, et il a cette phrase extraordinaire, aussi pour aujourd'hui, qui est « Seul un Dieu faible peut porter secours ». Ça, c'est quand même tout l'inversion profonde, disons, le mouvement profond du christianisme. Il y a une dynamique entre le plus et le moins, la théologie positive, la théologie négative. Il y a une sorte de jeu très profond. J'ai une autre version. Oui. J'ai une autre version parce que, en fait, la mosaïque de Fernand Léger n'existe pas au moment où Novarina pense Pielier. Et en fait, Novarina pense Pielier, quand vous regarderez la falaise, vous verrez ces formes qui sont des formes évidentes avec l'eau qui coule. Donc ça fait des colonnes. Et de toute façon, Léger, lui, travaillera derrière les colonnes, mais elles existent déjà. Voilà. Un détail aussi. Il y a quelques années, je vais à Milan et je vais voir la basilique de Milan. Non, c'est pas Saint-Anselme, c'est Saint-Ambroise. Saint-Ambroise de Milan, selon comme vous le regardez, c'est un pressentiment de l'église d'Assy. Mais il faut être sur place. Sur Internet, on voit des photos qui ne sont pas... Deux grands pans, une énorme tour, etc. Alors je me dis, tiens, mon père a, dans le fond, assez peu voyagé en Europe, mais il a fait un grand voyage en Italie. Est-ce que c'était au moment où il pensait à l'église d'Assy? Et j'ai retrouvé hier une petite vue de Ravenne, signée 1939. Donc c'est vers 1939 qu'il était à Milan. Est-ce qu'il a ou non reçu quelque chose de Saint-Ambroise de Milan? Je ne sais pas. On ne peut pas lui demander actuellement. Ce qui frappe en tout cas dans tous ces bâtiments du plateau d'Assy, que ce soit dans les sanatoriums ou que ce soit au niveau de l'église, ce qui frappe, c'est l'évidence de la force et puis le message de paix et d'espérance qui est véhiculé par tous ces bâtiments. Et ce qui est là encore remarquable, c'est le respect témoigné par les artistes envers une population qui était malmenée par la vie à cette époque-là. Et il y avait une volonté de tous ces artistes d'élever toute cette population vers le haut et vers le beau. Et c'était une constante, je pense, à la fois chez l'architecte et chez les artistes qui ont à la fois décoré l'église d'Assy, certes, mais qui ont aussi présidé à l'organisation même des sanatoriums avec une architecture vraiment extraordinaire. Jean Prouvé, par exemple, avait signé toute la décoration du sanatorium Martel de Janville. Aujourd'hui, on n'imagine pas que de grands artistes puissent décorer le couloir ou la salle à manger d'un hôpital de banlieue, par exemple. Cette notion de respect était une constante et c'était lié à la personnalité, par exemple, au niveau chez votre père, c'était... Il me revient tout d'un coup qu'à un certain moment, mon père nous a dit qu'un seul des artistes pressentis avait refusé, c'était Picasso. Est-ce que vous avez entendu parler de ça aussi, peut-être? Oui, dans l'atelier de Picasso, il s'est trouvé que, bon, Picasso, le problème, c'était qu'il était passé
à la peinture non figurative. Et donc là, le chanoine de Vimy n'avait pas adhéré encore au non figuratif. Et puis, c'est chez Picasso qu'il a vu un Matisse. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a contacté Matisse. Et à Thonon, il y a la première église que mon père a faite, c'est Notre-Dame-du-Léman, l'église de Vangy. Ouais. Il y a une décoration que mon père n'aimait pas du tout, celle qui est actuellement, mais il avait primitivement demandé à Severini. Il était allé à Paris, pris rendez-vous dans l'atelier Severini, et avec le curé de Vangy, qui a été effaré parce que faisait Severini et s'est enfui en claquant la porte. Oui, on est à un passage entre l'art moderne et l'art qui précède. En tout cas, pour retrouver Maurice Novarina, donc, on ne peut que recommander la monographie publiée par le CAUE, qui est signée de Franck Delorme et Karine Bonneux, et qui est un ouvrage tout à fait remarquable, qui retrace l'ensemble de l'œuvre architecturale de Maurice Novarina. Et on s'aperçoit effectivement qu'il a été visionnaire et qu'il a été vraiment non seulement un bâtisseur, mais aussi un esthète et un artiste. Et dans cette collection du CAUE, il y a tous les grands architectes qui ont fait l'objet d'une biographie abondamment illustrée, et notamment une biographie de Jean-Louis Chanéac, qui est rédigée par Dominique Amouroux, et qui montre bien la modernité et l'évolution d'un style vraiment tout à fait épuré et tout à fait élégant, et qui s'inscrit tout à fait dans le style alpin. Je crois que beaucoup de choses ont été déjà dites autour de cette table, qui appelleraient main et main commentaire. Je pense que ce qui s'est passé, et ce que je retiens moi en tant qu'historien de l'architecture du XXe siècle et critique d'architecture contemporaine, c'est le fait que sur ce territoire, à un moment donné, qu'on peut situer juste avant-guerre et surtout après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont précipitées toute une série d'innovations et de nouveaux usages. Vous avez parlé, madame, des sanatoriums. On est effectivement là devant un type d'invention d'une architecture. Il n'existe pas de sanatorium, de bâtiment sanatorium, avant effectivement un certain moment dans l'histoire. Et on va demander à des architectes de travailler à une échelle, vous l'avez souligné, qui est une grande échelle, l'architecture de la grande échelle. Ils vont naturellement avoir à conduire des réflexions nouvelles, à la fois en termes d'organisation fonctionnelle et aussi d'utilisation des matériaux. Il va se jouer ici aussi, et l'Église, les propos qui viennent d'être tenus sur l'Église m'amènent à parler de ça. On est aussi dans les années 50 à un moment de clivage profond entre le retour, l'aspiration à un retour au vernaculaire, donc à une réécriture, à un réemploi des styles ou de l'architecture qu'on va désigner comme étant une architecture régionale, régionaliste, locale, localisante, et puis une modernité. Et cette modernité, elle est à la fois de valeur universelle, elle se veut effectivement mettre à égalité les hommes à travers les pays, les civilisations, les cultures, et elle va essayer d'employer des matériaux qui correspondent à ce qu'on peut appeler le style de vie des gens d'une époque. Ce qui va faire que quand vous regardez le XXe siècle, vous avez à peu près une évolution tous les 15 ans, on va changer de style. Alors vous avez évoqué, monsieur, en début du XXe siècle, on va passer de l'art nouveau, on va avoir un éclectisme. En 1930, on va passer à l'art déco. En 1950, on va être radicalement moderniste, enfin, etc., etc., etc. Et on va continuer sur ce mode-là. Donc, on va produire beaucoup, on va produire de façon totalement différente de ce qui se passait avant. Mais ainsi, pour moi, l'Église et la carrière de votre père, pour moi, l'illustre à merveille. C'est une carrière qui commence dans une certaine modernité, qui va être confrontée à ce désir, on va dire, d'apaisement, de retour à des choses plus traditionnelles,
Et puis, quand il va aborder les programmes du grand nombre en logement, quand il va aborder quand il va travailler en région parisienne, par exemple, ou quand il va avoir à construire ici des ensembles de logements conséquents, il va naturellement œuvrer en homme de son époque et être pleinement de son temps. Ainsi, pour moi, l'Église, elle est un moment, le dernier moment, on va dire, où l'Église catholique va se poser des questions sur son identité. Elle est toujours, quand on reprend dans l'histoire, hein, l'opposition entre l'art roman et l'art gothique, c'est bien une opposition profonde au sein de l'Église entre des courants qui entendent d'un côté favoriser le dépouillement et de l'autre, au contraire, je fais simple, hein, qui de l'autre veulent absolument affirmer la puissance, le pouvoir de l'Église par la décoration, l'ampleur des bâtiments, la magnificence de ce qu'on convoque en termes d'artistes pour créer le décor de l'Église. Et ainsi, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est effectivement à la fois un moment où l'Église catholique, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, doute profondément d'elle-même. Dans l'ouest de la France, qui est quand même une grande terre catholique, on va quasiment renoncer à construire des églises. L'évêque de Nantes, par exemple, dit il ne va plus rester que des tout petits groupes de chrétiens, et on va faire des hôtels ambulants pour aller dans des lieux de culte qui seront forcément très, très dispersés. Se pose la question, quand je parle à la place de l'évêque de Nantes, c'est lui qui l'exprime, se dit, mais les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si c'est Dieu qui les a punis, pourquoi les a-t-il punis de cette façon-là? Qu'avait-il fait qui mérite une telle punition? Ces millions de morts, cette souffrance pendant des années. Et donc, on va essayer d'être très, très modeste. Et l'église d'Assy, elle est à la fois, donc l'expression, quand on parle des piliers, parliez des piliers de la façade, c'est pour moi une expression d'affirmation du pouvoir de l'Église. C'est une institution stable. On le montre traditionnellement par des piliers. Le pilier est une figure en architecture, hein, de la stabilité, du pouvoir. Regardez les colonnades devant les palais royaux, les colonnades devant les palais de justice, ça veut bien dire ça, c'est la stabilité de l'institution qu'on montre. Et puis on est aussi, donc on a besoin de réaffirmer la solidité de l'Église, on a besoin de réaffirmer une forme de proximité et aussi d'exprimer ce qu'est ce moment de relation entre les architectes et les artistes, qui est une relation très très forte. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, architectes et plasticiens, enfin on ne nomme pas encore plasticiens, mais peintres ou sculpteurs, suivent les cours ensemble, ce qui ne sera plus le cas. Ils sont à l'école des Beaux-Arts à Paris ensemble pour finir tous leurs études. Donc se nouent à ce moment-là des liens de proximité très très forts entre architectes et artistes qui vont se détendre quand, à la suite de 1968, on va séparer radicalement art plastique et architecture. Voilà. Et que donc il va falloir apprendre à travailler autrement. Voilà, c'est tout ça qui illustre pour moi Notre-Dame de Passy. Ça nous emmène assez loin de Jean-Louis Chanéac, mais ça fait partie. Moi, j'ai eu très très récemment une grande surprise dans cette vallée, dans le début de la vallée de Chamonix, c'est d'entendre parler de quelqu'un que vous devez peut-être connaître, mais pas sûrement, qui s'appelle Cécile de Witt. Et Cécile de Witt était une très grande physicienne française qui a épousé un physicien américain et qui a créé une école de physique ici aux Ouches, qui fonctionnait à l'origine que l'été. Venaient ici les sommités de la physique planétaire et qui s'enfermait pendant 2 mois avec une trentaine d'étudiants choisis parmi les meilleurs, à la fois dans des écoles françaises et dans des écoles d'un certain nombre de pays européens. Voilà. Ça a donné un bâtiment construit sur des terrains qui appartenaient à Albert Laprade, une grande figure de l'architecture, on va dire traditionnelle, hein, qui après avoir été un homme moderne a beaucoup œuvré pour le vernaculaire, et qui a fait travailler
a vu son confrère Henri-Jacques Lemaître construire cette école de physique et qui l'a naturellement incité à construire quelque chose de relativement classique. Et si vous en avez l'occasion, je vous invite à aller visiter cette école. Elle vient d'être rénovée, remise donc au standard actuel avec beaucoup d'intelligence par une équipe d'architectes. Et on voit bien à quel point on peut avoir une forme relativement sage et des modes de vie à l'intérieur de ces bâtiments qui correspondent à l'époque. Jean-Louis Chanéac, et je finirai là-dessus, parce que je vais finir par monopoliser la parole, Jean-Louis Chanéac, lui, dans les années 60, a fait partie de ces gens qui se sont dit deux choses. La première, vivre dans des espaces cubiques, rectangulaires, c'est pas possible. On serait nettement plus épanoui en termes de vie du quotidien si nous vivions dans des espaces ronds, sphériques, ovoïdes. Et donc, il va travailler sur ça. Et puis, le deuxième aspect de sa pensée, ça consiste à se dire, mais on ne va pas continuer à produire des logements tels qu'on le fait. Il faut se souvenir, donc, on était dans des périodes où on construisait plusieurs centaines de milliers de logements par an. On ne va pas le faire de façon traditionnelle. L'artisanat en la matière, c'est du temps, c'est des dépenses inutiles, c'est beaucoup d'énergie de dépenser par la compétence des hommes, qui souvent sont amenés à travailler dans des conditions de chantier épouvantables. Donc il faut qu'on produise les logements en usine et qu'on assemble simplement des éléments qui seront standardisés sur le site même et qu'on n'ait plus qu'avec une clé à molette, je caricature à peine, à monter ces immeubles. Voilà. Ça va faire sa double réflexion. Ça va être un courant, un moment 60-80 de pensée relativement intense dans la région grâce à Jean-Louis Chanéac, mais aussi Pascal Ozerman et Claude Ozerman-Costi, qui vont travailler sur ce registre-là d'architecture. Et puis, ils vont être rejoints à la fois par un architecte suisse qui s'appelle Daniel Gratalou et par un autre architecte qui intervient, lui, plutôt sur la Côte d'Azur, qui s'appelle Antti Lovag. Voilà. Et donc, ces gens-là vont essaimer des projets, un certain nombre de constructions aussi, de maisons individuelles, mais aussi d'équipements collectifs. Et ils vont entamer le centre du village de Douvaine, qui souhaite évoluer. Et ils vont commencer donc à créer un certain nombre de bâtiments publics. Et puis, l'alternance des élections étant ce qu'elle est en France, en général, une équipe d'un conseil municipal monte un projet et l'équipe suivante se bat contre ce projet. Et donc, on va avoir typiquement cette alternance-là, en termes aussi violemment antinomiques, à Douvaine à ce moment-là. Et le chantier va s'arrêter. Et ça sera aussi un peu la fin de leur épopée et la fin de ma prise de parole. Voilà. Voilà, merci Dominique Amouroux. On voit bien que les architectes sont les témoins de leur époque, qui inscrivent leurs ouvrages dans la durée. Est-ce que l'on peut dire qu'au départ, l'architecture avait une utilité, qu'elle est devenue un art et qu'elle est aujourd'hui une technique? Qu'en pensez-vous, Patrick? Ouh là là, c'est une question horriblement compliquée. Il faudrait mieux que ce soit eux qui répondent sur ce plan-là. Ouais, je vais m'adresser à un bâtisseur, à un ingénieur, à un artiste et puis aussi à un scientifique. Alors, oui, Michel, je pense que ça rejoint les deux. Hein, d'ailleurs, vous l'avez très bien exprimé, l'histoire des colonnes, moi je n'avais pas réalisé ça, mais effectivement, à un moment, on intègre à la fois le besoin de solidité et puis le besoin de magnificence. C'est ça la qualité extraordinaire de l'architecte. Pour revenir à Novarina quelques instants, il est arrivé à faire des choses, à exprimer des visions. On est un peu écrasé ici par Notre-Dame de Grâce, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait un certain nombre d'autres églises. Il y en a une en bas dans la vallée à Saint-Gervais qui est complètement différente, mais qui en même temps exprime à la fois une technique et une spiritualité. Il y a celle du col de l'Iseran, où alors là, on est resserré, on resserre le dos pour lutter contre les éléments, et en même temps, il y a le côté spirituel à l'intérieur. Et puis, il y en a une, pour moi, qui est absolument extraordinaire, qui est totalement inconnue, je pense, qui est à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, il a fait une église qui est d'une très grande discrétion extérieure, on ne la voit pratiquement pas.
Et à l'intérieur, il y a une spiritualité, on sent que Dieu est là, alors que à Aix-les-Bains, dans la grande église officielle, on s'ennuie, il n'y a absolument rien à faire. Donc il y a vraiment ce côté à la fois technique et spirituel qu'a un architecte, et entre autres qu'a été Novarina. Allez, à vous, Anne. Non, mais moi je vais dire simplement que c'est un abri, hein, l'architecture, on s'abrite. Ou alors on réunit, etc. Après, on est doué, on n'est pas doué, on est aidé, on n'est pas aidé. C'est quelque chose qui me paraît très simple. Ce qui est frappant, c'est que dans les œuvres, ou du moins dans les constructions les plus simples, il y a souvent la recherche d'une certaine esthétique. On le voit bien dans les ouvrages de Patrick Olivier Elliott, notamment dans son ouvrage sur le patrimoine des vallées du Mont-Blanc. La recherche de l'esthétisme, ça c'est indéniable. Alors ça, c'est le moment où on sort de la construction purement fonctionnelle, même si elle était assez belle. C'est cette explosion de créativité, de l'éclectisme jusqu'à l'art déco. Et c'est à un moment, on demande à l'architecte, il faut surtout faire différent de la maison du voisin. Parce que alors à Chamonix, c'est là où ça atteint le paroxysme. Il y a vraiment toutes les créations les plus folles. On en retrouvera d'ailleurs aussi, je parle d'Aix-les-Bains, avec ce qu'a fait Jules Pin à Aix-les-Bains. Jules Pin a été un très grand architecte qui a fait des choses à la fois très sérieuses, certaines très sérieuses. Et puis à un moment, il a un client qui lui dit laissez-vous aller, et il fait l'extraordinaire château de la Roche-du-Roi, qui est sorti directement pratiquement d'un dessin animé de Walt Disney. Donc tout est possible. Et quand on voit la monographie consacrée à Jean-Louis Chanéac, on peut se poser la question de savoir jusqu'où va la recherche esthétique, parce que c'est vraiment extrêmement abouti, toutes ces courbes, ces arabesques. Je pense que si l'architecture n'était qu'un abri, on en serait toujours à l'abri primitif. On en serait toujours, nous n'aurions jamais quitté la grotte. Voilà. Donc ce besoin qu'ont les hommes de se redéfinir à chaque génération un cadre de vie par rapport à Valère tout à l'heure parlait du silence, l'espace, la quantité d'espace dans lequel vous vivez, la forme qu'on lui donne, l'incidence de la lumière dans ce volume déterminé, la façon dont vous rentrez dans un édifice. Est-ce qu'on y rentre comme ça, brutalement? Est-ce qu'on a tout un parcours d'accès? Est-ce qu'on a, comme on le fait au théâtre assez souvent, un noir de quelques secondes pour vous faire passer de votre condition d'homme du commun, du quotidien, à quelqu'un qui va accéder à quelque chose qui est une autre forme d'expression? Ça se retrouve dans des architectures. Voilà. Il y a tout un vocabulaire, il y a toute une symbolique. On peut se poser la question en 2021, quels sont les symboles de notre époque? Qu'est-ce qu'on doit mettre en scène dans une maison? Comment un couple contemporain, par exemple, vit son espace et sa relation avec ses enfants et sa relation avec un certain nombre d'activités qui naturellement n'existaient pas au XIXe siècle, qui naturellement on n'élève pas les enfants aujourd'hui comme on les élevait dans les années 1920, enfin, etc. Tout dans notre condition humaine change tout le temps. Nous sommes des êtres pensants, donc nous recomposons naturellement notre relation au monde, notre relation, vous en parliez, au territoire, et on voit bien à quel point ce territoire ici a accueilli de formes d'expression, se prépare à en accueillir d'autres, en accueillera encore d'autres, de très très médiocre pour l'immense quantité de ce qu'on croise quand on y circule, avec effectivement un certain nombre de gens qui sont des collectivités territoriales, mais aussi des individus privés, qui se soucient de ce qu'ils réalisent. Si vous voulez, l'architecture, c'est aussi des rapports entre les bâtiments, c'est l'espace dans lequel nous vivons, et c'est ce que nous avons sous les yeux quand même 24 heures sur 24, enfin sauf le temps pendant lequel nous dormons, mais nous sommes aussi capables sans doute de rêver l'architecture. Donc voilà, c'est une matière extrêmement importante, c'est loin d'être une matière neutre, à mon sens.
Et elle mérite effectivement une grande attention. Donc elle n'est pas qu'esthétique, elle est effectivement une technique liée à une esthétique, mais elle est aussi porteuse de toute une symbolique et de toute une fonctionnalité, de toute une organisation fonctionnelle qui fait que, effectivement, vous l'avez dit, vous rentrez dans un certain nombre de lieux. Les églises sont un bel exemple pour ça. Et vous dites, mais c'est consternant, voilà, où c'est effectivement, il se passe quelque chose. Il y a un peu d'indicible qui se joue là. Et vous rentrez dans des palais de justice. Je vous invite, si vous les connaissez pas, si vous passez dans ces villes, à rentrer dans les palais de justice, qui sont des lieux publics, hein, à Nantes et à Bordeaux. Vous verrez d'un côté une expression de Jean Nouvel donc à Nantes, un palais de justice qui est noir, qui se dérobe sous vos pas, avec des salles d'audience qui sont d'une très grande sévérité, qui est voulue par l'architecte, qui entend représenter ce qu'est l'institution judiciaire. Et à Bordeaux, vous avez donc une justice immanente, au sens plein du XIXe siècle. Et puis à Bordeaux, vous avez un architecte anglais donc, qui vient construire un palais de justice, qui est la justice de la conciliation. Et quand vous rentrez dans les deux palais de justice, vous avez vraiment l'expression de ce que sont des pensées exprimées à travers une architecture, à travers une volumétrie, à travers des matériaux, à travers des couleurs. Voilà, en tout cas, l'évolution des modes de vie suppose une relecture permanente de l'espace et une réinvention des paysages, en tout cas une modification permanente des paysages et une réexplication du monde. Ça, c'est, je pense que l'on peut le dire. En ce qui concerne, et on voit très bien que cela débouche sur des travaux de réhabilitation et de rénovation permanente. Oui, alors là aussi, le CAE pourrait peut-être mieux en parler, mais c'est assez amusant de voir comment certaines architectures dans les stations de montagne, que moi je considère comme avoir été très laides, celles des années 60, 70, et à un moment, on refait de l'ancien par-dessus, on prenait les Bénuires, on plaque quelque chose, et pour l'œil du béotien que je suis, ça devient joli. Donc effectivement, il y a une évolution permanente, heureuse. Alors, ça, c'est l'heureuse. L'autre évolution, c'est quand on laisse tomber des choses magnifiques. En architecture, il y a quelque chose qui était extraordinaire, qui était le tremplin de saut à Autran, par exemple. Bon, le tremplin de saut à Autran, il va finir par s'écrouler sur lui-même à force de ne plus être entretenu, alors que c'était une radiation phare des années 50. Nous avons vu que l'architecture expliquait le monde, la poésie également. Je voudrais m'adresser à Valère Novarina, qui est poète, auteur dramatique. Comment il conçoit son œuvre et dans quelle perspective? Est-ce qu'elle a été inspirée par l'œuvre même de son père? Je ne sais pas, mais c'est vrai que le rapport à l'espace, parfois il me semble que le temps n'est rien à en faire, sauf qu'il nous attend au tournant. Par contre, le jeu avec l'espace est fondamental, et même que la musique, j'ai l'impression de plus en plus, la musique s'aventure dans l'espace. Et que la musique crée le lieu où se joue le drame de la pensée. Je ne sais pas comment dire, voilà, c'est des choses comme ça, des choses très, très concrètes et allant dans des choses très concrètes et allant dans le sens de la matérialité. Par exemple, que le langage n'est que l'aboutissement de la respiration. Parce que si le langage n'inverse pas, n'expire pas, renverse, fait bouger, c'est comme la respiration, ça n'est plus le langage. La respiration animale préfigure la pensée. Voilà, c'est sur des choses comme ça que je trébuche et que je bute perpétuellement. Et d'ailleurs, tenter de jamais répondre frontalement aux questions comme celles que vous m'avez posées, parce qu'il y a des choses les choses vraiment importantes, il faut mieux pas en parler. Il faut mieux tourner autour, ou que ce soit par rebond, comme ça, pour éviter de les posséder, pour éviter l'emprise et l'idolâtrie du langage. Parce que c'est quand même ça qui est fondamental, c'est que nous sommes des animaux foncièrement idolâtriques, qui cherchent à tout prix à se fabriquer des idoles, des mots-clés, des mots fermés. Donc tout le travail, peut-être le travail de l'architecture, c'est
ce travail de la lumière, de l'ouverture. Dans un chalet de montagne où j'habite actuellement, mon père a recopié une très belle phrase de Le Corbusier sur la lumière, le volume, etc. Eh bien, peut-être qu'il s'agit, dans les livres ou les représentations théâtrales, d'ouvrir les langues, d'ouvrir toutes les langues, d'ouvrir la pluralité des langues et pas de n'avoir plus que des concepts qui emprisonnent. De montrer que ce qui est fondamental, c'est le mouvement, la métamorphose, la renaissance perpétuelle. Voilà. Ce qui est frappant dans l'un de vos derniers ouvrages, là, Le Jeu des ombres, qui est paru chez POL, c'est justement cette recherche de musicalité de la phrase et cette souplesse qui évoque effectivement la finesse aussi de certaines œuvres architecturales. Il y a une concordance entre ces différents modes d'expression artistique. Je veux dire, ce sont des phrases extrêmement brillantes, mais dans le sens où elles sont d'une très fine, très souple. Oui, mais c'est aussi que le langage doit aboutir à une formulation extrêmement simple. Je me suis beaucoup intéressé au patois et la façon dont parlent les gens de la campagne, mais c'est extraordinaire comme souvent, c'est une formule qui vient résumer toute une pensée juste. Alors, un jour, j'étais au-dessus de mon chalet, dans une espèce de bistrot d'alpage. Il y avait deux paysans, deux gars du coin, face à face, qui ne se disaient rien. Je me dis, ils disent rien, ils vont dire quelque chose de très important. Alors, je tends l'oreille, et tout d'un coup, il y en a un qui dit, il y a trop de tout. Ce qui résume en 3 syllabes parfaitement ce que nous éprouvons. Ou, enfin, autre exemple, c'est des choses un peu comiques. Madame Rosset, qui gardait des chèvres, des vaches, etc., tout d'un coup a un transistor. Elle fait marcher son transistor, et tout d'un coup, elle tire l'antenne. Et en tirant l'antenne, elle dit, ça dit mieux avec la perche. C'est magnifique. Ça veut dire, ça dit mieux avec la perche. C'est formidable, voilà. Et puis, enfin, j'arrêterai parce que je sens que Roséliane trouve que je raconte trop de choses comiques de la Haute-Savoie. Donc ma mère, l'idée d'aller vers la formule, et l'idée aussi que, contrairement à ce qu'on pense, le patois n'était pas l'ennemi du français, mais ces gens que j'ai rencontrés enregistrés, ils parlaient aussi un français magnifique, assez XVIIe siècle, avec le sens de la racine, le sens fondamental des mots. Donc, quand j'avais 8-9 ans, ma mère me confie à une bergère voisine, une bergère de 95 ans, pour qu'elle me fasse peut-être à manger, etc. Et alors, ma mère s'en va, et ces deux femmes m'invitent à manger les pommes de terre en robe des champs. Je prends mon couteau, je pèle ma pomme de terre et je mets les épluchures dans l'assiette. Et Juliette Joly me dit mettez donc les épluchures sur la table, monsieur Novarine, on n'est pas des grandioses. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et souvent, il y a des. J'ai pas un répertoire comme ça de 200 phrases, j'en ai peut-être 16. Mais une fois à Paris aussi, quelqu'un un peu spécial qui me dépasse dans la rue et il dit d'une traite, et je cours après lui pour l'entendre, évitez de vous gonfler d'orgueil, les enfants, de toute façon, vous êtes trop faibles à l'échelle de l'humanité. Je l'ai suivi comme ça, j'ai pris la phrase, je l'ai mis, je ne sais pas si c'est dans le jeu des ombres ou quoi, mais l'idée que d'aller tout en bas vers le langage, vers la formule, le resserrer, et aussi la plénitude sonore. Je suis assez effaré de voir, particulièrement en ce moment, la langue se transformer en morse. C'est-à-dire comme les gens parlent à la mitraillette. Il n'y a plus la chose principale qui est l'expiration qui est la pensée. J'entendais ce matin des petits morceaux de Colette, l'écrivain Colette. Voilà, elle avait un peu d'accent du Bourdieu, mais une extraordinaire façon de trouver où est la vie de la phrase. Que la phrase est un attelage à 28 chevaux, mais il y a 2 chevaux qui dominent et qui tiennent toute la phrase, où il n'y en a que 2, etc. Une appréhension musicale avec les longues et les brèves, etc. Enfin, donc, c'est de ça que je parle. Je ne parle jamais aux acteurs de ce que raconte la pièce, encore qu'elle raconte quand même quelque chose, mais je leur parle de la plénitude sonore, de l'offrande du langage, au lieu du don de notre langue.
Antoine Vitesse disait qu'au théâtre, les gens, on va écouter sa langue complète, entière, déployée, avec toutes ses couleurs. Et actuellement, les voyelles, le A est atrocement malade. À la radio, on ne dit pas Picasso, I-A-O, de Picasso. On ne dit pas François Meuriac, Picasso, Baudelaire. Voilà. Le français est en train de s'écrouler de façon extraordinairement pathétique. Enfin, ça fait du bien de connaître des auteurs tels que vous qui font s'égrener les mots comme des notes de musique. C'est très réconfortant. Est-ce que vous auriez-vous des questions à poser à nos invités? Oui. Alors, je reformule, pourquoi la crypte dans une église contemporaine qui n'abrite pas de reliques? Elle était prévue dès le départ, la crypte, comme le baptistère, comme tout le reste. Elle servait aux messes de semaine et elle a servi aussi à mettre les œuvres de Quinault, de Stravinsky. Donc, en fait, elle est utile, elle sert, mais elle était là au départ. Le fait aussi que la décoration de la crypte soit faite par Quinault, qui était un jeune homme à l'époque, un jeune tuberculeux, qui faisait partie donc de cette communauté des malades et qui s'est trouvé, grâce à Maurice Novarina, du reste, associé aux autres artistes qui étaient très en vue. C'était aussi un élément de solidarité intergénérationnelle, hein, je pense, et aussi une façon de montrer que les personnes malades étaient intégrées à la vie de cette communauté d'artistes. Et je pense que le sens, peut-être, de cette décoration, en tout cas de la présence de Quinault dans l'église, c'est peut-être ça. Après, je pense qu'il y ait une crypte dans une église, cela fait partie quand même de la structure. Quinault n'est pas seul, hein, puisque Stravinsky, c'est la famille Stravinsky qui était en séjour à Saint-Selmoz, Claude, Marie, effectivement. Ouais. Voilà, et puis peut-être qu'on pourra y mettre parfois dans quelques temps quelques reliques, on pourra peut-être en trouver. Il suffit d'attendre. Le soleil est bien revenu, il y aura bien peut-être des reliques à y descendre. Vous avez d'autres questions? Oui, Françoise? Voilà, une question sur la musicalité et l'acoustique de l'église. Nous avons eu pendant les musicales d'Assy un conférence concernant Stravinsky à Saint-Selmoz. Et la musicologue a vraiment parlé exactement par le biais de la musique sur ce que vous venez de dire. Et moi, je pense que c'est extrêmement important aussi. Nous qui avons travaillé en neurologie, le docteur Tobé serait là, ne me contredira pas, que tous nos malades qui avaient des problèmes d'aphasie et des problèmes de langage, souvent la musique leur permettait de pouvoir réintégrer des choses que le langage pur dit simplement ne pouvait pas faire. On a eu le cas d'un patient qui ne pouvait rien dire et grâce à sa pianiste qui lui donnait la prosodie et la musicalité pouvait ressortir dans une aphasie bien sûr plus d'ordre plus automatique, ressortir toutes les phrases, par exemple, d'une chanson de Jacques Brel. Donc ça, c'est pour faire ce lien entre le langage et puis la musique, et je pense qu'il y a quelque chose à jouer ici en particulier. Merci Françoise. Je pense que l'on peut dire également qu'il y a une vertu très positive de la beauté
qu'elle s'exprime par la musique ou par la peinture ou par l'architecture. Je pense qu'on se sent bien quand on est entouré de quelque chose de bien ou de beau. Et c'était certainement le sens même de l'Église, et c'était peut-être aussi le sens que les architectes de la station ont voulu donner à leurs ouvrages. Faire en sorte que les gens se sentent bien dans la structure où ils étaient soignés, parce que cela pouvait les conduire vers un mieux-être qui n'était pas évident à cette époque-là. Voilà. Mais je pense que les personnes qui ont été soignées au plateau ont beaucoup apprécié ce site. Et ils l'ont dit, ils l'ont exprimé. On est resté. On est resté. On... J'ai profité de ce que dit Simone pour dire que Saint-Selmoz donc, est le dernier établissement qui va descendre sur Cluse et que c'est terminé pour l'histoire des reconversions du plateau d'Assy, que c'est un patrimoine qu'il faut envisager dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement Saint-Selmoz, mais l'ensemble, afin d'en faire quelque chose. C'est un gros problème puisque pour l'instant rien n'est projeté. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait une disparition de tout ce dont on est en train de parler. Voilà. Et il faudrait éviter qu'il y ait une multiplication des friches sanatoriales quand on sait tout ce que ont apporté aux personnes malades et à leurs familles tous ces établissements qui sont dus à l'inspiration et à l'imagination et à la créativité de ces architectes, de tous ces constructeurs et de tous ces bâtisseurs, des artisans aussi qui les ont aidés. Ça a été vraiment une expérience humaine incroyable et certainement, non pas unique, mais vraiment très, très porteuse de sens en tout cas. Sens de la vie et de la solidarité et de l'attention que l'on peut porter aux autres. Vous voudriez ajouter... Oui ? Non mais je parlais pas de toi, je parlais de la dame là. Mais venez, parce qu'on n'entend rien. Je vous rappelle que les conférences sont enregistrées, donc si vous parlez de trop loin, personne n'entend. Donc. C'est une question qui peut paraître un peu bête à ceux qui habitent ici, mais nous, on ne vient pas de la région. Pourquoi est-ce que tous ces centres hospitaliers sont rapatriés du coup vers Sallanches ou Cluse? C'est une question toute simple, mais voilà. Alors pour des raisons multiples, pour des raisons pratiques qui consistent à rapprocher les lieux de soins des lieux d'habitation, et puis aussi pour des raisons probablement économiques et pour des raisons aussi d'efficacité des soins. Ce qu'il faut dire, c'est que si les stations sanatoriales ont été bâties dans des endroits un peu isolés, c'était à la fois pour permettre aux personnes qui étaient malades d'être soignées à distance de leur lieu de vie initial. Et maintenant, la tendance, c'est de soigner les gens au plus près de leur domicile. Donc voilà, il y a une évolution sociologique. Mais Dominique? Moi, je me pose la même question. Alors c'est peut-être effectivement parce que je ne suis pas non plus natif des vallées ou des pentes. Il y a deux questions que je me pose. La première, c'est effectivement qu'est-ce qui fait qu'on va déterminer qu'un endroit, alors c'est ici,
c'est aussi le plateau d'Hauteville, c'est dans les Pyrénées tout ce qui a été construit à Océja derrière Font-Romeu. Il y a un certain nombre de lieux comme ça de montagne, voilà, apparemment, donc qui sont des lieux de concentration et qui n'ont pas été déterminés, je suppose, par hasard. Et je n'ai pas la connaissance des raisons médicales ou des analyses de la cartographie française qui ont fait qu'on a choisi un certain nombre de lieux. La deuxième question que je me pose, c'est à propos des sanatoriums, on en voit au bord de la mer, front de mer, hein, carrément. Or, on vous dit, vous l'avez rappelé, le soleil, l'air pur, enfin l'air plutôt sec, etc., ça fait partie du traitement. Donc, quand on met des gens en face de la mer, où est le hic du traitement? J'ai même trouvé un sanatorium dans une serre. Donc, degré d'humidité, 80%. Hein, donc, voilà. Donc, en réalité, il semble y avoir plusieurs approches en termes médicaux, hein, de la nature même du sanatorium. Voilà. Alors, sur le plan de la montagne, hein, ce sont les microclimats montagnards qui ont toujours eu la cote depuis Athènes, depuis l'Antiquité, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, quand vous parlez de la mer, il faut pas mélanger les tuberculoses pulmonaires qu'on soignait au plateau d'Assy et les tuberculoses osseuses, hein, qui nécessitaient du soleil, effectivement. Donc là, c'est une différence de pathologie. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je rappelle simplement que dans le domaine de la thérapeutique, le soleil, c'est peut-être bien, mais il ne faut peut-être pas oublier l'efficacité des médicaments et puis la compétence des personnes qui les prescrivent. En tout cas, il va falloir qu'on le... Il y a la chirurgie, hein, entre-temps. Voilà. La chirurgie dont le père de Anne était un des représentants les plus brillants. Et le beau-père. Et le beau-père. Quand je suis arrivé ici, il y a une quarantaine d'années, il y avait la mer de nuages qui montait et on parlait de brouillard thérapeutique parce que c'était des aérosols tout à fait pertinents, paraît-il. Et aujourd'hui, on parle de pollution. Voilà, c'est un signe de l'évolution des temps. Après, il y a les nouveaux territoires de santé, mais là, Michel, toi, tu es plus fort que moi pour en parler. Non, ou François, si tu veux. Non, mais ce serait un autre sujet. Voilà. Je pense qu'il faut se recentrer sur ce que l'on avait envisagé au départ, à savoir de parler du style alpin en architecture et de mesurer son évolution et ses différents développements. Donc, Dominique Amouroux, donc pour conclure, comment voyez-vous l'évolution donc de ce style et comment, par exemple, réhabiliter ou rénover tous ces bâtiments magnifiques qui sont sur le plateau, par exemple? La rénovation, qu'elle soit dans le plateau ou ailleurs, elle se joue toujours sur un triptyque, un bâtiment, une idée pour le réoccuper, lui donner une nouvelle destination, mais surtout l'élément principal, c'est le budget. Est-ce que c'est rentable, pas rentable? Est-ce que c'est quel investisseur, au singulier ou au pluriel, on va réussir à mobiliser autour d'un projet? Sans projet, sans budget, naturellement, le bâtiment part à la casse. Le deuxième, juste une petite virgule d'accompagnement, le XXe siècle, c'est le siècle pendant lequel on a le plus construit de l'histoire de l'humanité. Donc il n'est naturellement pas question non plus de garder tout ce qui a été réalisé au XXe siècle. Il faut faire un tri pertinent. Les historiens s'y emploient. Voilà. Mais les choses se jugent aussi naturellement par série, par typologie de bâtiments, par époque de construction, par matériaux, par hauteur. Voilà, il y a des bâtiments qui valent d'être conservés parce qu'ils représentent la quintessence de la démarche d'un architecte. Et on peut désirer les conserver parce que, et c'est le cas ici, ils sont emblématiques d'un moment de la vie de la société, de l'histoire de la médecine et de notre histoire collective sur un territoire donné. Voilà. Nous, on revient toujours à qu'en faire, quelle occupation nouvelle et quel budget, qui finance et dans quel esprit d'espoir éventuel de rentabilité de l'opération.
Je suis désolé de parler comme ça, mais tout se joue quand même là-dessus. Quel qu'en soit le prix, pourrait-on aujourd'hui recomposer des œuvres telles que l'église Notre-Dame de Toute-Grâce avec des artistes inspirés? Anne? Il faut peut-être attendre un petit peu par rapport à une grande époque esthétique, puisque c'était l'époque, par contre, pour l'architecte. Oui, je pense qu'il y a des architectes qui ont su qui était Novarina et ont suivi son travail. Mais c'est deux choses différentes. Et comment l'avenir peut-elle s'inspirer du passé? Écoutez, commencez par faire une chose les uns et les autres, regardez. Allez vous promener, regardez, apprenez à regarder, et au fur et à mesure, votre regard, votre perception se construiront, et sans doute comme ça aussi, ça permettra de construire le futur. Mais jouissez d'abord de tout ce qui est autour de nous, ici, que ce soit ces villas particulières, ces maisons fortes transformées en maisons, ces superbes bâtiments qu'il y a au plateau, qui sont absolument admirables. Vraiment, c'est un message que j'aimerais laisser, mais allez et regardez autour de vous. Regardez autour de vous et relisez les ouvrages de Patrick Olivier Elliott avec les dessins qui nous inspirent vraiment de façon merveilleuse. Moi, je suis inquiète quand j'ai entendu M. Amouroux parler parce qu'il a raison. S'il n'y a pas de projet, il y aura démolition, c'est évident. Donc, on est en train de les perdre. Après, il y a des labels patrimoine 20e qui ont été posés, des inscriptions au titre des monuments historiques, mais pas pour tous. Je sais que le Mont Blanc et Sanselmoos ont été oubliés. Ça, c'est peut-être pas très gentil de ma part de le dire à quelqu'un du CUE, puisque je sais comment ça a fonctionné. Si c'est rattrapable, tant mieux. Après tout, s'il y a un projet, il faut que la mairie aussi s'en empare. Là, j'arrête, hein, parce que... Juste un mot pour être clair. Je ne travaille pas au sein du CAUE. Mon métier, c'est d'écrire des livres sur l'architecture. J'en écris parce que je trouve que, enfin avec le CAUE, parce que je trouve que la collection des portraits qui essaye de révéler donc ce qui s'est construit sur ce territoire-là est une collection extrêmement intéressante. Voilà, mais je ne peux pas répondre au nom du CAUE. De toute façon, ça va se jouer dans les deux ans qui viennent. Hein. On va savoir très très vite ce qui va se passer. Voilà. Et là où il y a une volonté artistique, il y aura peut-être un chemin politique. Et Valère Novarina, le mot de la fin pour justement rappeler un peu quelle a été l'importance de l'œuvre de votre père dans votre vie et dans celle des autres, en tout cas de cette communauté du plateau qui lui reste très fidèle en tout cas. Tout d'un coup, m'est revenu que j'avais complètement oublié ça, que mon père avait sur sa table de nuit le texte de Valérie Eupalinos ou l'architecte. Et puis de l'esthétique à la mystique du père Montchanin. Voilà, il a eu des livres de chevet. Voilà, je voudrais vraiment remercier chaleureusement nos invités et vous remercier, vous, d'être venus ce matin. Je rappelle les ouvrages de Anne Taubé, donc Plateau d'Assy, Montagne magique, l'art inspiré, un ouvrage remarquable, extrêmement documenté et très bien mis en page. Les ouvrages de Patrick Olivier Elliott, Patrimoine des vallées du Mont Blanc, Carnet d'un voyageur attentif, et puis le tout dernier qui a 2 jours de vie, hein, et on lui souhaite de grandir très rapidement, enfin en tout cas d'avoir de nombreux lecteurs, sur l'Aix-les-Bains et le lac du Bourget. La monographie de Jean-Louis Chenéac par Dominique Amouroux aux éditions du CAUE. L'ouvrage du CAUE consacré à Maurice Novarina et qui met en perspective son œuvre dans une époque qui avait été troublée à la fois par l'avant-guerre, la guerre et la reconstruction de la France. Et puis je vous recommande vraiment Le Jet des ombres, l'un des ouvrages récents de Valère Novarina qui allie à la fois le théâtre, la poésie, des fables, et dont je disais tout à l'heure que dans cet ouvrage, des mots s'égrenaient comme des notes de musique. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention.
Et je vous invite à remplir vos sacs à dos pour grimper à 13h30 le Cervin.